Bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le lien entre intégrale et primitive. On a défini ce qu'était une intégrale d'une fonction continue positive en voyant ça comme l'air sous la courbe. On a défini ce qu'était une primitive. On va maintenant faire le lien entre les deux. D'accord. Donc on part avec une fonction continue positive dans un premier temps. Hop. Et dans ce cas-là, on va définir l'intégrale de a à b de f comme étant la différence entre grand F de B et grand F de A quand grand F est une primitive de petit f. Si la fonction est continue positive, on est assuré de l'existence de d'une primitive grand F. Au niveau des notations, on va utiliser ça. On écrira que intégrale de A à B de f, de t, de x, peu importe, est égal à f de t comme ça entre a et b. Donc je vous rappelle que là j'ai pris x dans les noms dans ça, là je prends t, ça n'a pas d'importance, t, x c'est muet. Alors il faut qu'on justifie, c'est une propriété, c'est pas une définition. On a défini ce que c'est l'intégrale dans le cas d'une fonction continue positive, on a défini ce que c'était une primitive d'une fonction, donc il faut bien qu'on montre que cette égalité-là est effectivement une égalité. Donc pour ça, on va considérer la fonction ici phi, qui a x associé intégrale de ax de f de t dt. On a vu que ça, c'est une primitive de petit f. En fait, c'est même la primitive qui vaut 0 quand x vaut a. On a donc dans ce cas-là que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est phi de b. D'accord? Phi et grand f, c'est toutes les deux des primitives de petit f. Et on sait que deux primitives diffèrent d'une constante. Donc il existe ici une constante k telle que phi de x est égal à f de x plus k. Si j'évalue ça en b, je vais avoir que phi de b, ici je remplace par b, c'est donc grand f de b plus k. Si j'évalue ça en a, je vais avoir que phi de a, c'est f de a plus k. Mais phi de a, c'est intégrale de a à a, donc c'est 0. Donc je vais avoir dans ce cas-là que l'intégrale de a à a de f de x dx, qui est égal à 0, qui est phi de a, et phi de a d'après ça, c'est f de a plus k. Donc passant mon phi de a de l'autre côté, je retrouve bien que k est égal à moins phi de a, ou que, f de a, ou que f de a est égal à moins k, si je passe le k de l'autre côté. Donc je peux remplacer le k qui est ici par moins f de a. Et donc intégrale de a à b de f de t, qui est phi de b, est égale à f de b moins f de a. Eh bien, cette relation-là, qu'on a démontrée dans le cas d'une fonction f continue positive, elle va nous permettre de généraliser la notion d'intégrale. Donc on va définir, pour une fonction f, cette fois quelconque possédant une primitive grand f, l'intégrale de a à b de f comme étant le réel f de b moins f de a. D'accord? Donc, en général, l'intégrale de a à b de f, on définit ça en utilisant une primitive de petit f, ici grand f, en disant que l'intégrale c'est grand f de b moins grand f de a. Donc vous remarquez que ici, une chose à repérer, c'est pas dans n'importe quel ordre. Ici le b c'est celui que vous retrouvez en premier et le a vous l'enlevez ici. Donc grand f du haut moins grand f du bas. Et donc, si la fonction est signe quelconque, on ne peut plus parler d'air sous la courbe dans ce cas-là. On verra en fait comment ça se passe plus précisément. On fera le lien entre R et intégrale dans le cas général. On va parler d'air algébrique ou d'air négatif dans certains cas, on verra ça.
Et en pratique, donc, pour déterminer la valeur d'une intégrale, on commence par déterminer une primitive de la fonction à intégrer. C'est comme ça qu'on fera pour déterminer une intégrale. Bien. Alors, on va voir un exemple tout de suite de détermination d'intégrale. On va voir deux exemples. On va déterminer une intégrale de x entre moins 2 et 4 et celle de x carré moins 2 entre moins 1 et 2. On a dit que pour déterminer une intégrale, on va commencer par déterminer une primitive. Donc je prends la fonction qui est x associée x, là, qui est sous mon intégrale, et je détermine une primitive. Donc on sait déterminer une primitive de x, c'est x carré sur 2. Ce x carré sur 2, je le mets entre les crochets comme ça pour signifier que c'est une primitive de x, et je vais l'évaluer entre moins 2 et 4. Donc ici, tiens, c'est pas mal ça. Je fais bien de faire le truc avec vous à nouveau, hein. On va presque croire que c'est fait exprès, donc c'est pas dans le bon sens ici, hein, puisque, hop, ici ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on évalue d'abord en 4, donc ça va faire 4 au carré sur 2, moins 2 au carré sur 2. 4 au carré sur 2, ça fait 16 sur 2, moins 4 sur 2, 8 moins 2, qui fait 6. Donc attention, c'est bien. Vous serez obligé de regarder la vidéo pour voir qu'il y a une erreur dans cette intégrale dans le poly. Ici, on fait la même chose, on cherche une primitive de x carré moins 2. Une primitive de x carré moins 2, on sait la déterminer x cube sur 3 moins 2x. Donc on remet ici le x cube sur 3 et on va l'évaluer entre 2 et moins 1. Donc là, on voit qu'on remplace le x ici par 2, ainsi qu'ici. Donc 2 fois 2 qui fait 4. Donc j'ai bien 2 au cube sur 3 moins 2 fois 2. Et j'enlève ce qui se passe quand je remplace x par moins 1. Donc moins 1 au cube, moins 2 fois moins 1. Alors, vous pouvez écrire moins 2 fois moins 1 dans un premier temps. C'est pas mal, au lieu d'écrire directement ça. Et ici, pareil, vous pouvez écrire moins 2 fois 2. C'est pas mal. Et vous faites le calcul, alors je ne suis pas trompé, 2 au cube, c'est 8 tiers moins 4, moins ici, moins 1 tiers, donc plus 1 tiers, 8 tiers, plus 1 tiers, ça fait 9 tiers, donc 3, et j'ai ici moins 4, moins 2, donc moins 6, 3 moins 6, ça fait bien moins 3. Bien. Alors, on a défini donc une nouvelle façon de déterminer une intégrale. On avait des propriétés qui existaient pour l'intégrale d'une fonction continue positive. Il faut qu'on voit si ces propriétés restent vraies. C'est quasiment le cas pour toutes les propriétés. La première, c'est que quand on échange l'ordre des bornes, ça change le signe de l'intégrale, ça reste vrai. Il suffit de revenir à la définition, ça se met automatiquement. La relation de Charles, même chose, en revenant à la définition, reste vraie. Et la linéarité, on va montrer que c'est toujours vrai également, en montrant que l'intégrale de lambda f plus mu g est bien égale à lambda intégrale de f plus mu intégrale de g. Comment est-ce qu'on démontre ça? On sait qu'une primitive de lambda f plus mu g, ça va être lambda grand f plus mu g. Donc par définition, cette intégrale-là entre a et b, c'est lambda grand f plus mu g en b moins lambda grand f plus mu g en a. Ça, par définition, c'est lambda grand f de b moins plus mu grand g de b moins lambda grand f de a plus mu. À nouveau une faute ici, c'est un moins. Voilà. Moins mu grand G de A. Ensuite, on factorise par lambda, on factorise par mu, pour obtenir grand F de B moins grand F de A, plus mu grand G de B moins grand G de A. Et on retrouve ici nos deux intégrales. Ensuite, la propriété de croissance de l'intégrale reste également vraie, c'est-à-dire que quand on a deux fonctions continues, si l'une est plus petite que l'autre, l'intégrale de l'une est plus petite que l'intégrale de l'autre, et en particulier, si une fonction f est positive, l'intégrale de AB de f est positive, et l'intégrale de AB de f est négative si f est négatif. Il faut bien spécifier ici que votre A doit être plus petit que votre B dans vos trucs, sinon c'est plus vrai. La démonstration, on va la faire donc en utilisant la nouvelle définition, qui consiste donc à aller chercher une primitive
de petit f. Si f est positive, grand f est croissante. Alors pourquoi grand f est croissante? De façon évidente, puisque grand f c'est une primitive, ça veut dire que sa dérivée c'est petit f. Donc si la dérivée de grand f est positive, ça veut dire que grand f est croissante. Et donc utilisant la propriété de croissance d'une fonction, si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b, donc f de b moins f de a est positive, donc intégrale de a à b est positive. Même chose, même principe avec f négatif qui entraîne grand f décroissante, et du coup l'intégrale négative. Maintenant si f est supérieur à g, la différence, alors même chose, et encore une faute ici, là ici, g moins f, si f, alors c'est plutôt pour coller à l'énoncé, c'était f est inférieur à g. Si f est inférieur à g, g moins f est positif, et donc, avec le premier point, l'intégrale est positive. On utilise la linéarité de l'intégrale pour écrire ça, qui nous permet, après en passant cette chose-là de l'autre côté, d'obtenir l'intégrale de AB de g supérieure à l'intégrale de AB de f. Et on termine avec hop, la remarque, là je l'avais faite sur le signe, sur A et B qui était dans un certain ordre. On termine avec la conservation par symétrie et par translation, donc ça reste également vrai ça. Ici, on avait vu que intégrale de moins a à a, si on avait une fonction qui était telle qu'on avait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées pour la courbe de f, c'est-à-dire une fonction paire, dans ce cas-là l'intégrale de moins a est égale à l'intégrale de 0 à a, ça reste vrai, même si f n'est pas positive. Et l'intégrale de moins a à a, dans ce cas-là, en utilisant la relation de chasse, c'est bien 2 fois l'intégrale de 0 à a, ça reste vrai également. Si vous avez une fonction qui est invariante par translation, c'est-à-dire une fonction dont la représentation graphique est invariante par translation, c'est-à-dire si vous avez une fonction qui est périodique, de période k par exemple ici, l'intégrale de a à b de f reste égale à l'intégrale de a plus k à b plus k de f. Voilà qui conclut ce 11.3.